On a introduit plusieurs sujets liés à la data et à l'IA. Simplement, même dans la présentation des résultats de l'étude par Sébastien tout à l'heure, on a évoqué une inflexion, évidemment. On a évoqué lors du débat des incertitudes, à la fois technologiques et réglementaires. Et le mandat que je vais proposer à mes intervenants aujourd'hui, c'est d'être très concret sur ces sujets-là. On va y revenir point par point. Fondamentalement, il y a trois grands sujets. Le premier, c'est celui de la gouvernance. Qui pilote la donnée? Comment est pilotée la donnée? Comment est organisée la donnée? Qui a le lead sur la donnée? Tout un tas de problématiques qui se posent sur la question de la gouvernance. Le deuxième sujet qui a été abordé ce matin aussi, c'est la question de l'industrialisation. Finalement, quand est-ce qu'on passe de l'expérimentation, particulièrement quand on est dans l'IA et dans l'IA générative, à une logique plus industrielle, plus héroïste même. On a parlé des coûts de la technologie, des coûts de l'IA, des coûts de la data, de l'exploitation de la donnée. Comment fait-on pour justifier ces coûts et pour aller vers une certaine performance finalement, et des questions business. Et puis le troisième grand sujet, évidemment aussi, c'est, on va peut-être utiliser le terme ombrelle de confiance au sens général du terme, c'est l'éthique, c'est la sécurité, c'est la souveraineté. Ce sont aussi les problématiques environnementales, ça a aussi été rappelé ce matin. Alors, pour débattre de tous ces points, trois intervenants. D'abord, Isabelle Budor, vous êtes vice-président chez Capgemini Invent. Donc Capgemini Invent, je rappelle que c'est l'entité du groupe Capgemini qui est spécialisée en conseil en, on va dire, stratégie et transformation digitale, pour le dire simplement. Maxime Avez, vous êtes Chief Data Officer au Crédit Mutuel Arkea. Et enfin, Guillaume Leboucher, vous êtes également Chief Data Officer chez DocaPost. Alors DocaPost, je rappelle aussi, c'est une filiale du groupe La Poste. Et vous êtes un acteur majeur de la confiance numérique, pour le dire aussi de manière simple. Maxime, vous représentez la banque de manière directe. Vous êtes Chief Data Officer. Alors, c'est un métier qui est relativement récent, je pense, le métier de Chief Data Officer. Parlez-nous un petit peu, quand même. Dites-nous un peu comment se structurent vos équipes, comment se structurent les process en lien avec le pilotage de la donnée au Crédit Mutuel Arkea. Encore une fois, j'ai évoqué plusieurs pistes. Qui prend le lead? Comment est organisée l'alliance, par exemple, entre la technique et les métiers? Dites-nous un petit peu, Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, donc au Crédit Mutuel Arkea, finalement, du coup, le Data Office, va avoir des missions transverses au niveau du coup de l'organisation, puisque nous allons accompagner nos différentes filiales, des directions centrales, qu'elles soient marketing, risque, juridique, financière. Avec finalement effectivement plusieurs casquettes. Et effectivement, c'est intéressant, je pense, de revenir sur les missions du coup des data office qui varient d'une organisation à une autre en fonction effectivement de la période auquel ils ont été mis en place, par rapport aussi à l'historique finalement du coup de l'organisation. Au niveau du Crédit Mutuel Arkea, finalement, le Data Office, globalement, il a plusieurs grandes missions. La première, et je vais commencer par celle-ci, c'est finalement qu'il anime et pilote du coup l'innovation au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'on anime le comité de direction générale qui est dédié à l'innovation. Donc qui est finalement un excellent moyen de mettre en avant aussi tous les travaux qu'on va pouvoir mener en matière d'exploitation de données, valorisation des données et en intelligence artificielle. Donc aussi un excellent moyen finalement de sensibiliser la direction générale à ces enjeux. Identifier les grands territoires d'innovation. Ça, c'est une première casquette. On a également finalement une autre mission qui est très orientée métier, finalement, avec l'activité de l'IA Factory, où là, globalement, on va accompagner les différentes entités du groupe dans l'identification et le déploiement du coup des cas d'usage exploitant l'intelligence artificielle, avec on verra, je pense, au travers du coup de la discussion, un vrai changement de paradigme qui s'est opéré depuis effectivement l'essor du coup de ChatGPT et des IA génératives. Et puis on a une autre grande mission finalement qui va être couverte par trois services qui consiste à gérer la roadmap, et la gestion des produits de notre plateforme Data AI. Parce qu'évidemment, pour servir tous ces usages et ces évolutions, liées aux nouveaux usages de la donnée et de l'intelligence artificielle, il faut aussi faire évoluer son système d'information pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc ça, c'est également du coup une autre activité qui va être couverte par trois services, Data Architecture, service BI Analytics et un service lié aux capacités de data management. Okay. Et peut-être pour terminer rapidement finalement, parce qu'on parle souvent effectivement de c'est quoi la stratégie data IA d'une organisation, c'est quoi la gouvernance en place.
En fait, un des points sur lequel moi je trouve intéressant du coup de se pencher, c'est que finalement, il y a différentes gouvernances à mettre en place. C'est pas la même chose de gérer une gouvernance de la plateforme data que de gérer une gouvernance des environnements de données, que de gérer une gouvernance sur les dispositifs d'IA de confiance, tout simplement parce que finalement, autour de la table, on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs et les mêmes entités. Voilà pour une présentation générale du contexte et des rôles et missions du Data Office. Merci beaucoup Maxime. Quand on préparait ce débat, vous me disiez aussi, vous l'avez un petit peu évoqué en filigrane, mais c'est important aussi de donner une certaine autonomie au métier, c'est-à-dire de redonner finalement au métier, peut-être pas le contrôle complet, mais en tout cas la possibilité d'expérimenter sans avoir ce vernis technique ou sans dépendre trop peut-être des data scientists pour aller vite. Ça me paraît important aussi. Donc plusieurs gouvernances, on l'a compris, mais une priorité quand même au métier finalement dans ces sujets qui sont liés à la donnée métier, à la donnée client. Exactement. En fait, globalement, si on doit résumer, finalement, le Data Office, c'est un centre d'expertise qui est mis au service des différentes entités du groupe. Donc on va accompagner et qui sont équipés, qui ont des modes de fonctionnement très différents finalement, ou des niveaux de maturité aussi assez différents en matière du coup d'exploitation de la donnée et maturité sur l'adoption de l'IA. Et évidemment, en fait, si on souhaite que les cas d'usage émergent naturellement et soient vraiment au service des métiers, il faut donner la capacité à ces métiers du coup d'expérimenter rapidement, de pouvoir explorer effectivement le champ des possibles, le fait de pouvoir se faire des convictions. L'expérimentation, et je pense qu'on y reviendra également dans la suite de l'échange, est extrêmement important. Je pense que on a tendance maintenant à dire oui, est-ce que vous êtes dans la phase de POC ou dans la phase de l'industrialisation? Il faut avoir en tête que sur ces sujets d'intelligence artificielle, l'expérimentation, le POC, la preuve de concept, est importante parce que en fait, c'est un élément clé pour définir les ROI, notamment la création de valeur qui va être derrière du coup, chacun des usages. Et pour ça, il faut effectivement que les métiers puissent être assez autonomes ou accompagnés si besoin sur ces phases importantes. Tout à fait. Isabelle Budor, alors ce que décrit Maxime au Crédit Mutuel Arkéa, est-ce que ça vous paraît représentatif de ce que vous pouvez observer en tant qu'experte finalement de ce secteur et de ces problématiques en termes d'organisation, de gouvernance, en termes de pilotage? Est-ce qu'il y a vraiment un changement qui s'est opéré dans les banques et dans les institutions financières, un gain en maturité peut-être sur ces sujets-là? Quel est votre point de vue? Effectivement, c'est assez intéressant quand on a une vision historique. Déjà, le métier de Chief Data Officer, il y a 10 ans, globalement, il n'existait pas. Et puis ensuite, il est né, nous, de ce que l'on perçoit, en particulier en banque, lié à de la réglementation et aux besoins de qualité de données avec BCBS 239. Donc on a eu d'abord des organisations data au sein des banques très tournées vers la gouvernance, la qualité, et qui sont évidemment des éléments clés pour vous, puisque votre fuel, à vous, c'est finalement la data. Et puis, on avait en parallèle de l'innovation, en parallèle de la data science qui commençait à naître. Et là, ce que l'on constate ces derniers temps, en banque, mais aussi de façon plus globale, c'est finalement un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire un rassemblement de l'ensemble de ces capacités liées à la data historique, sous-entendu gouvernance qualité, cette partie innovation très orientée cas d'usage, et comment est-ce qu'on aide les métiers à faire, à les faire accoucher des bons cas d'usage en connaissant justement la data, l'IA, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Ça, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis, derrière, de les mettre en place avec notamment des techniques de data science plus ou moins complexes, puisque la data science... je vais dire, certains experts de la data science disent qu'en fait, on fait de la data science depuis déjà plus de 40 ans ou 50 ans, notamment via les modèles statistiques. Donc finalement, c'est le rassemblement de l'ensemble de ces capabilities, avec une question aussi, nous, de ce que l'on perçoit, c'est le positionnement, le rattachement du Data Office. Est-ce que c'est un positionnement plutôt orienté métier ou un positionnement
orienté IT. Avec peut-être des choses qui changent en fonction aussi bien de la maturité, puis finalement de ce dont on a besoin au sein des entités, et avec également un aspect organisationnel, entre souvent un data office group qui va être là pour mettre en place un certain nombre de capabilities, je veux dire synergiques, notamment toute la partie plateforme, et les factories. Et puis, en revanche, derrière, le travail sur les cas d'usage en tant que tel, aussi bien idéation que mise en production, derrière, qui va se faire au plus proche des métiers et donc dans chacune des entités. Guillaume Le Boucher, alors chez Docapost, vous vous intéressez beaucoup à l'IA. Et pour revenir sur cet arbitrage finalement entre métier et IT, cette manière de se répondre, quand on préparait aussi le débat, vous évoquiez le fait que bien sûr tout ça se fait au bénéfice du client in fine, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites en direction des métiers. Vous parliez aussi notamment dans les outils de low-code, de no-code, des choses comme ça qui rendent les choses plus accessibles. Et pour l'IA en particulier, sans même parler de l'IA générative, l'IA, ça participe aussi, je pense, de rendre l'exploitation et le travail sur la donnée plus accessible et donc de permettre peut-être des logiques de gouvernance comme celles qu'on a évoquées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Avant de répondre à la question, je voulais juste compléter sur la gouvernance. Ouais. Chez Docapost, on a un acteur européen de la confiance numérique. Et bien entendu, je suis très aligné sur ce qu'ont dit Maxime et Isabelle. On a fait un choix assez fort, et notamment pour le marché de la banque, qui est un marché stratégique pour Docapost, qui est de dire qu'aujourd'hui, une entreprise, dans la gouvernance de la donnée, il y a juste deux mondes. Il y a le monde de la donnée sensible et il y a le reste. Et ce qu'on essaye de faire, et notamment avec l'arrivée de l'IA générative, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut savoir distinguer quelle est vraiment ma donnée sensible pour le métier et pour l'IT du reste. On assiste à une accélération, et je crois que c'est le thème de notre keynote, extraordinaire de l'IA, de l'IA et des usages. Et c'est vrai que par rapport à cette gouvernance, il faut faire des choix. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé ce concept de données sensibles, notamment données sensibles dans la banque. Et c'est de dire à nous-mêmes et à nos clients, on est capable de vous accompagner pour dire, voilà, dans les 18 mois, 24 mois, quel sujet, quelle application va comporter des données sensibles et comment elles vont vivre par rapport à cette nouvelle IA. Alors pour aborder la question de l'IA générative, c'est vrai que, alors je suis très aligné déjà sur ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Pierre Ullmann de la BNP. Il y a des buzz incroyables aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, d'IA générative, tout le monde parle de LLM, je crois que tout le monde a entendu parler du terme LLM. Maintenant aux US, ils parlent déjà de LAM. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent déjà ce que c'est le LAM. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le LAM ? Non, vous verrez, après le LAM, on parlera tous LAM dans quelques mois. Le LAM, en fait, c'est l'apaisation du LLM, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre du LLM partout dans toutes les applications de métier. Donc on voit bien que le sujet aujourd'hui, il est extrêmement complexe, extrêmement difficile, et que d'une part, il faut une gouvernance, et d'autre part, y compris même si on veut faire des choses concrètes dans l'IA générative, il faut d'abord avoir des data platforms. C'était ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question de l'industrialisation. Il faut d'abord savoir industrialiser et choisir ses combats. Chez Docapost, donc, on a choisi la gouvernance et la donnée sensible en priorité. Deuxièmement, c'est de se dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tellement de faire le buzz. Alors nous, on est ravis de travailler avec Mistral. On a un partenariat avec Mistral qui est fantastique. On a Docapost et le père fondateur avec la Banque Territoire, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom. On est le père fondateur de Neuspot, un cloud souverain où on peut mettre de l'IA générative. Mais d'abord, ce qui compte, c'est de faire des applications qui passent à l'échelle et de se dire que tant pour le métier que pour l'IT, ce qu'on va faire, ça a une valeur. Ouais. Moi, je suis ravi quand on parle d'expérimentation. Il faut donner la parole à l'expérimentation, mais à un moment donné, il faudra choisir nos combats parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et que, sauf si nos entreprises deviennent des laboratoires, voilà, donc il faudra faire des choix pour dire, voilà, moi je dis gouvernance données sensibles, et deuxièmement, savoir comprendre la bonne pertinence de ce que c'est qu'une data platform. Et une data platform, ça peut accueillir cette IA générative. Oui. On va essayer de faire une petite recension tout à l'heure des cas d'usage justement qui génèrent de la performance opérationnelle. Vous parliez de distinguer en tout cas les données sensibles d'autres types de données. On comprend bien évidemment que toutes les données ne sont pas égales. En même temps, là je vais peut-être me tourner vers Isabelle de nouveau, il faut peut-être aussi désiloter aussi le travail sur la donnée qui peut-être a été une erreur qui a été faite pendant longtemps.
Est-ce que de ce point de vue, quelle est un peu votre vision de ce point de vue, Isabelle, sur le décloisonnement de la donnée, on parle de data platform qui évoque aussi quand même l'idée justement plutôt de regrouper les choses. Comment on gère finalement cette dichotomie entre le fait de devoir distinguer des données qui ont des valeurs différentes et en même temps d'essayer de les regrouper et de les faire se répondre et se parler entre elles? Effectivement, aujourd'hui, on a une espèce d'antagonisme entre des besoins qui peuvent paraître finalement complètement contradictoires. On a à la fois des métiers, l'intérêt de l'IA, finalement, c'est d'aller pouvoir rassembler plein de data qui viennent de plein d'endroits différents et à partir de là, de créer des choses complémentaires. On en parlait tout à l'heure dans le cadre du CRM. On a aujourd'hui de la donnée qui est complètement éparpillée un peu partout. Tout ça mis ensemble peut donner une énorme valeur pour avoir une vision 360 du client. On a la même chose sur des applications autour, par exemple, de la donnée collaborateur et au-delà de ça, sur d'autres données comme de la donnée financière. Et puis en même temps, on a l'impression aussi qu'on a de la donnée sensible et donc il faut absolument protéger cette donnée. En fait, les deux ne sont pas antinomiques et au contraire, quand une donnée est bien gérée, on doit pouvoir la partager avec ceux avec qui on souhaite le partager et avec qui on a le droit de le partager. Au niveau du RGPD, typiquement, le RGPD ne dit pas qu'on ne peut pas partager de la donnée. On peut le faire pourvu que le consommateur, le client, la personne concernée soit au centre et finalement, ce soit elle qui dise ma donnée, elle doit passer de A vers B. Et aujourd'hui, avec la réglementation FIDA qui est en train d'arriver, c'est exactement cet objectif-là de se dire, voilà, moi en tant qu'individu, je souhaite que ma donnée qui est dans tel établissement puisse être envoyée plus facilement vers tel autre établissement pour que moi, je puisse finalement plus et mieux en profiter. Et en même temps, de l'autre côté, toujours ce fameux besoin de comment est-ce qu'à un moment donné, je suis en mesure de cloisonner ma donnée en fonction de son niveau de sensibilité et avec une facilité pratiquement comme ça, de pouvoir l'envoyer à gauche, à droite, avec le bon niveau de protection. Et donc ça nécessite non seulement une gouvernance de la donnée très forte, et ensuite des systèmes de protection, que ce soit avec de l'anonymisation, que ce soit avec du chiffrement. Aujourd'hui, il existe pratiquement une centaine de techniques qui permettent finalement de protéger la donnée en fonction de ce que l'on veut en faire. Mais déjà, il faut savoir finalement ce que l'on veut faire de la donnée. Maxime, Isabelle parlait de FIDA, donc nouvelle réglementation européenne sur l'ouverture de l'accès aux données. Il y a aussi l'AI Act qui est tout récent. C'est plus de boulot pour un CDO, j'imagine, tout ça, parce que ça évolue quand même à la fois vite et dans des directions peut-être légèrement contraignantes quand même. Alors, contraignante d'une certaine manière, oui. Enfin, si je fais un focus finalement du coup sur les AI Act, ouais. je vais prendre un petit peu du coup de recul, c'est-à-dire que dans le cadre donc de la mise en place, le Data Office a été mis en place dans le cadre de notre plan stratégique 2020-2024. Dans le cadre de ce même plan stratégique, finalement, il y avait une initiative de ce plan qui portait sur le fait de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Cette initiative, donc le contexte RGPD est déjà bien présent en 2020, à la genèse de cette initiative. L'enjeu n'est pas globalement juste de dire on est conforme du coup à la réglementation, mais plutôt d'identifier des actions concrètes, pragmatiques, qui permettent d'engager le groupe dans une démarche vertueuse sur ce sujet-là. Parmi les thématiques justement qu'on a adressées, il y avait cette démarche autour de l'IA de confiance. Je rappelle, on est en 2020. Et comment est-ce que, et on voyait effectivement les AI Act commencer à se structurer, et finalement la question ça a été comment est-ce qu'on peut engager le groupe dans une démarche plus vertueuse et volontariste sur ces sujets-là. Et donc on a à l'époque sondé, regardé un petit peu ce qui se faisait sur la place, et on s'est engagé finalement dans une démarche du coup de certification avec le LNE, qui avait justement pour vocation non seulement finalement du coup d'essayer d'anticiper au mieux du coup l'arrivée de l'AI Act. Cette certification elle est basée sur un certain nombre d'exigences, une soixantaine de mémoire, et finalement voilà, on voulait essayer de gagner en maturité, mettre à jour du coup nos bonnes pratiques et ensuite du coup les diffuser en tant que structure du coup centrale. L'enjeu c'est d'identifier les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place à l'échelle du coup d'un data office, les mettre à disposition ensuite des différentes entités du groupe pour vraiment finalement avoir une démarche vertueuse à l'échelle du groupe. En l'occurrence, voilà, c'est quelque chose qui a été travaillé
pendant de longs mois. On l'a fait de manière collaborative, ce qui a aussi engagé finalement un certain nombre du coup, d'enjeux au niveau du groupe, parce qu'on aurait pu très bien le faire en se disant bon, on certifie le Data Office, on met à jour nos process, on fait la documentation qui va bien, et globalement c'est un one-shot et on obtient du coup la certification. L'enjeu, ça a été de travailler profondément sur des process projets pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. En l'occurrence, la certification, on l'a obtenue du coup il y a quelques semaines, et c'est vraiment une façon, je pense, assez concrète et vertueuse d'essayer du coup d'anticiper ce volet-là. En l'occurrence sur la partie. D'accord. Je ferai réagir aussi les autres intervenants sur la question de la confiance, etc., de la souveraineté aussi d'ailleurs. Je reste un petit peu avec vous, Maxime. On va parler un peu des cas d'usage. Alors l'idée, c'est pas de dire tous les cas d'usage de la data dans la banque, parce qu'évidemment, il y en a plein. C'est plutôt les nouveaux cas d'usage qui sont en train de se dégager et qui sont en train de passer de stade d'expérimentation. On a beaucoup parlé, faut-il faire des POC ou pas, etc., qui passent ou qui sont en train de passer d'une phase d'expérimentation à une phase d'industrialisation. Quels sont ces cas d'usage ? Et qu'est-ce qui détermine finalement qu'ils créent de la valeur ou pas? Quelles sont les métriques qu'on utilise? Comment ça se passe au Crédit Mutuel Arkéa? Qu'est-ce que vous observez finalement? Qu'est-ce qui est en train de prendre le pas? Alors, du coup, effectivement, ça a été, je pense, longuement évoqué dans la session du coup d'introduction par les différents intervenants. Je vais distinguer quand même deux grandes familles du coup de sujets. Aujourd'hui, et l'IA au sens large, plus classique, ce sont des choses qu'on développe de longue date effectivement dans l'organisation. Voilà, des sujets d'analyse du coup documentaire, des sujets du coup de catégorisation de contenu textuel pour servir des usages comme les mailbots par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment effectivement au stade de maturité qui permettent directement finalement du coup de déployer ces usages-là du coup dans des environnements de production, et il y en a encore beaucoup à l'échelle d'une organisation à continuer du coup de développer, à avoir des réflexions finalement de produits, parce que quand on a développé un système du coup finalement de mailbot où globalement on a du contenu textuel, on essaye de catégoriser finalement la thématique contenue dans ce mail, ben, finalement on peut peut-être l'utiliser sur d'autres usages, de la catégorisation d'incidents, sur des descriptions d'incidents informatiques, sur des problématiques par exemple de réclamation. Donc la réflexion produit pour un passage ensuite à l'échelle. Donc on est dans un environnement du coup industrialisé, mais ensuite sur la partie comment dirais-je, cas d'usage à l'échelle, ce sont des choses qui sont intéressantes d'avoir ces réflexions produits. Donc il y a un vrai gain en maturité là-dessus. Je vais prendre d'autres exemples de ce type de cas d'usage sur la partie lecture automatique et reconnaissance automatique de documents de manière augmentée. Voilà, on a pas mal travaillé cette dernière année sur l'extraction d'informations de DPE. La collecte des données extra-financières est un enjeu évidemment extrêmement important pour les organisations bancaires. L'enjeu, ça a été de se dire, plutôt que d'aller demander effectivement de la saisie, comment dirais-je, dans les réseaux, est-ce qu'on ne pourrait pas creuser, comment dirais-je, le fait que l'IA puisse être mise au service de ces enjeux de collecte. En l'occurrence, je vais prendre l'exemple du coup des DPE. L'expérimentation, initialement, elle a été importante parce que est-ce qu'on allait réussir finalement sur les documents qu'on collecte à avoir 40% du coup d'informations correctement détectées ou 80-90%? Vous imaginez bien qu'en termes de rapport de valeur et de choix finalement du coup d'aller ou non vers cette solution-là, cette expérimentation nous a permis du coup de nous faire des convictions sur les taux qu'on allait réussir à obtenir. En l'occurrence, on a ensuite décidé du coup de le déployer, de le passer à l'échelle, et ça c'est un élément du coup extrêmement important. Un petit point d'attention sur ce sujet-là, enfin point d'attention qui montre à mon avis aussi un gain en maturité, c'est que aujourd'hui ce sujet-là, on en parle peu ou pas, ou c'est pas forcément perceptible d'un point de vue des utilisateurs finaux, mais c'est aussi montrer que finalement l'IA dans les organisations, elle a vraiment gagné en maturité, parce que vous savez, quand finalement on ne voit pas que l'IA est intervenue, ça veut dire que globalement l'organisation a gagné en maturité. L'autre grande famille d'usages qui sont sur les IA génératives, globalement 2023, cartographie des cas d'usage, rapidement finalement environ 70 cas d'usage identifiés. Bon, à la lecture de ces 70 cas d'usage, on savait que certains n'allaient pas forcément générer beaucoup de valeur, mais c'était intéressant parce qu'intellectuellement on voyait qu'il y avait eu ce changement de paradigme où les métiers se projetaient vraiment beaucoup plus facilement sur la façon d'utiliser l'IA dans leur quotidien, et l'IA générative en particulier. Et là, en fait, finalement, le travail qui a été réalisé, c'est prenons un peu de recul sur ces 70 cas d'usage. Est-ce que finalement, réflexion produit que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que globalement, si on développe tel ou tel produit, on arrive à adresser le 80-20 ?
Et c'est là où les familles, on va dire, de produits type les produits RAG pour le Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que j'ai un corpus documentaire, je souhaite interagir de manière différente avec ce corpus documentaire dans un format conversationnel. Ça a été quelque chose qui a vraiment retenu l'attention de beaucoup de métiers, et c'est là-dessus qu'on a focalisé du coup nos travaux. Aujourd'hui, on est en capacité de travailler sur des environnements de production, mais je distingue la maturité, on va dire, informatique nécessaire au fait de le faire tourner dans un environnement de production à la façon de l'intégrer finalement dans des processus opérationnels utilisés en production par les équipes métiers, que ce soit des middle office, des back office, des services centraux, etc. Donc, on a encore ce volet du coup d'expérimentation qui est extrêmement important sur cet aspect IA générative. Globalement, les cas d'usage, on va dire, industrialisés, utilisés par le métier dans des contextes du coup de production vont se développer dans les mois qui viennent. D'accord. Guillaume Leboucher, je vais vous faire réagir un peu sur ce que dit Maxime, mais je pense que vous serez d'accord sur certains points, parce que vous me disiez quand on préparait, finalement, l'IA, et en particulier l'IA générative, on n'est plus ni dans le proof ni dans le concept, on est dans la réalité déjà aujourd'hui d'une part. Et vous me disiez aussi autre chose qui m'a intéressé, qui rejoint aussi ce que disait ce matin par exemple Pierre Ullmann, que vous citiez tout à l'heure d'ailleurs, c'est il faut faire mieux avec moins, less is more comme on dit. Donc je voudrais que vous développiez un petit peu tout ça et puis réagir aussi sur ce que dit Maxime sur les cas d'usage, sur les typologies de cas. Juste effectivement pour bien préciser les choses, l'IA générative, c'est une prolongation de l'IA qu'on faisait il y a 10 ans. On peut dire qu'on est passé de l'ancienne IA qui était l'IA prédictive, où grâce à mes données, je savais prédire un événement, et l'IA générative accélère ce sujet-là. Pour revenir sur les cas d'usage, moi je crois que dans la banque, il y a deux grandes familles qu'il faut séparer. C'est la partie client, la partie connaissance client, où là, très clairement, et ça Maxime l'a dit avec notamment la question de tout ce qui est botisation et au sens large, on va de mieux en mieux converser par la machine avec les clients. Donc est-ce que les clients vont aimer tout de suite? On n'a pas encore de retour. En tout cas, la technologie est là. Aujourd'hui, les bots d'entreprise, ça commence à marcher. Ça n'a pas toujours marché dans les 20 dernières années, mais aujourd'hui, par l'IA générative, ça va marcher. Alors à quel niveau, c'est toujours... où est-ce qu'on met la limite? Mais en tout cas, on a une potentialité qui est forte. La deuxième autre famille de cas d'usage, après la partie connaissance client, c'est tout à fait effectivement l'automatisation des back-office. Moi, je pense que l'IA générative va permettre à ce qu'on appelait le RPA il y a 10 ans, véritablement de se mettre en musique. Et je dis souvent que l'IA générative pour la banque, ça sera le RPA au carré. C'est-à-dire le RPA qui a donné beaucoup de process, qui a permis d'automatiser beaucoup de choses, beaucoup de fonctions, mais ça a resté un peu sur sa fin. Et notamment grâce à cette IA générative, ça va donner cette énergie pour la faire mieux fonctionner. Ce qu'on peut dire dans la banque aujourd'hui sur les grands cas d'usage, je crois qu'il y aura une accélération de la détection de fraude, une accélération, et Maxime l'a dit, sur mieux connaître le système d'information, sur détecter des alertes, des cyberattaques. Grâce à cette IA générative, on va accéder plus vite à l'information. Alors, on est encore pas forcément en production dans beaucoup d'aspects là-dessus, mais on voit que grâce à toute cette série de types de données, cette nouvelle génération d'algorithmes, ces nouveaux cas d'usage vont se mettre en fonction plus rapidement. Pour résumer plus simplement, moi j'ai envie de dire que c'est sûr que d'un côté, il faut savoir passer à l'échelle. Ça, je le dis, c'est vraiment important. Et de l'autre, il faut savoir expérimenter, tester beaucoup de choses. Maxime a parlé effectivement du RAG. Donc le RAG, j'allais dire, c'est la deuxième étape après le prompting. Le prompting, c'est accessible à l'ensemble du public. On apprend tous à prompter. Chez DocaPost, on a décidé de faire 10 prompts par jour et 10 pompes. Ça se voit dans notre physique. On est tous des bodybuilders. Certains ont encore un petit peu de travail, j'en conviens, et moi le premier. Mais après, une fois qu'on a appris à prompter, on apprend à raguer. Et je crois que le RAG aujourd'hui, c'est accessible à la fois pour les bons informaticiens, mais aussi les métiers. Moi, je vois des métiers aujourd'hui qui adorent devenir des experts du RAG et challenger les IT là-dessus. Je vois peu de clients aujourd'hui qui font vraiment du fine-tuning et de l'entraînement, tout simplement parce que c'est des coûts colossaux. Fine-tuning, c'est au moins 3-4 millions d'euros si on veut vraiment prendre des modèles colossaux. Puis après, l'entraînement, c'est ceux qui ont levé 600 millions d'euros. Vous voyez à qui je pense, des gens comme Mistral et compagnie. Mais en tout cas, on rentre vraiment dans une accessibilité des nouveaux outils qui sont colossaux à prendre en compte. Et c'est là où je pense qu'on va voir arriver ces nouveaux cas d'usage bancaires, plus faciles, plus simples. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est vrai que d'un côté, il faut qu'on ait une gouvernance forte. Il faut qu'on sache
faire grandir notre data platform. Et de l'autre, c'est juste là où je pense qu'il faut donner la parole plus au métier, c'est à cette créativité. Ouais. Parce que cette IA générative, elle est accessible, elle est démocratique. Alors, je ne parle pas de démocratique sur le plan politique. Je ne sais pas si elle va voter le 30 juin ou le 7 juillet, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle est démocratique sur son accès. Et ça, c'est une vraie révolution, rien qu'aujourd'hui, qu'on peut dire. Isabelle Budor, pareil, sur les cas d'usage qui ont été évoqués, sur d'autres peut-être, et d'ailleurs pas seulement en intelligence artificielle générative ou non, d'ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de l'IA partout au final. Hein. Effectivement, alors, ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'était évoqué l'année dernière, l'IA générative, avec les chats GPT, ça a été comme, il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, 20 ans, la révolution qu'Apple a apportée avec l'iPhone. Et une démocratisation de nouveaux usages et de nouvelles façons de faire. Et aujourd'hui, on ne s'imaginerait plus revenir à nos Nokia 3212 ou je ne sais plus quel modèle, 3210 peut-être. Et dans 10 ans, l'IA générative et l'IA plus globalement sera vraiment complètement là, au cœur de nos métiers. Avec les avantages et les inconvénients que ça a pu avoir. Donc, dans les avantages, c'est cette démocratisation, cette capacité des métiers qui souvent voyaient la data ou l'IA d'un peu loin, comme quelque chose d'un peu technique, auquel ils n'y comprenaient rien. Alors aujourd'hui, ils y comprennent pas toujours mieux, mais au moins ils se disent ça peut quand même m'apporter un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils ont cette capacité à se dire tiens, en gros, je lâche la bride à mon imagination, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et donc c'est là où toute l'interaction avec les data analystes, data scientists est intéressante parce que eux vont pouvoir dire oui c'est possible et alors peut-être ou si c'est pas possible directement, on pourrait faire comme ça. Est-ce que ça continue d'avoir de la valeur pour vous ? Et sachant qu'en fait finalement quand le cas d'usage va être travaillé, on est parti peut-être au départ de l'IA générative parce que c'est le truc qui parle à tout le monde, mais finalement on va avoir soit de l'IA générative, soit de l'IA, soit des choses, je vais dire, plus basiques. Je parlais tout à l'heure de statistiques ou de modèles plus basiques. Et souvent, d'ailleurs, une combinaison de l'ensemble de ces items. Et comme le disait tout à l'heure mon voisin, ce qui est intéressant, en fait, c'est quand, pour l'utilisateur, finalement, il ne sait pas trop ce qu'il a techniquement en face de lui, mais il a quand même un produit qui marche. Et c'est surtout ça qui l'intéresse. Alors, merci beaucoup Isabelle. Alors, on a évoqué tout à l'heure la réglementation qui est en pleine ébullition, hein, finalement, qui va quand même évidemment dans le sens de créer plus de régulation et plus de confiance. Néanmoins, l'accélération autour de la data, de l'IA générative, pose des questions sur la protection des données en particulier, puis d'autres en général sur l'éthique. Alors, il y a un point aussi, juste avant qu'on parle de ça, qui est la souveraineté de la donnée. J'en parle parce que j'entends partout qu'il y a un développement très très fort du cloud, en particulier pour l'hébergement de données. Alors le cloud, c'est formidable sur plein d'aspects. Ça pose aussi des questions quand même sur cette question de souveraineté. Donc je voudrais un peu avoir vos réactions les uns et les autres. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Maxime, peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez sur ces aspects-là. Cloud ou pas cloud, quelle est la part du cloud, comment on fait ? Alors c'est une question vraiment très intéressante et je pense au cœur effectivement du sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, et je vais prendre la partie vraiment utilisation de l'IA, c'est-à-dire que pour les phases d'entraînement, d'inférence de ces systèmes, est-ce que finalement on le fait sur nos systèmes en propre ? Est-ce on tire profit des capacités du cloud ? Globalement, on a opté finalement pour le fait de bénéficier finalement des capacités du cloud, notamment parce que typiquement sur les ressources type GPU nécessaires à l'apprentissage et à l'inférence des systèmes d'IA générative notamment, ce sont des ressources qu'on retrouve sur le cloud qu'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas encore, dans nos infrastructures. Ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'après, dans la façon d'aller tirer profit des capacités du cloud, il y a une multitude de chemins qui sont possibles. Et lorsqu'on souhaite développer une IT souveraine, il y a des choix à faire, des choix en termes d'architecture. Toutes les architectures ne sont pas aussi souveraines. Alors, sous cet aspect-là, finalement, et peut-être pour aller très rapidement, on a mis le principe de portabilité finalement des travaux qu'on va réaliser au cœur des réflexions. Et ce, de manière assez tôt finalement sur les environnements de données au sens large. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est lorsqu'on va développer, entraîner et
mettre à disposition un service d'IA sur un cloud, on souhaite que celui-ci soit portable à moindre coût sur un autre cloud, voire même sur nos environnements du coup on-premise. Ça, ce sont des principes qui sont extrêmement importants et structurants dans notre approche. Ce n'est pas juste choisir tel ou tel service managé chez le cloudeur et regarder s'il y a globalement son équivalent chez son concurrent ou si on pourrait le développer avec des solutions, comment dirais-je, open source équivalentes. C'est vraiment réfléchir profondément sur quelle architecture est-ce que je mets en place, parce que toutes les architectures ne sont pas, comment dirais-je, aussi portables. C'est effectivement choisir évidemment quels sont les services. Sur les aspects de service aussi, on a un critère qui est important, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, on a aussi un regard sur les solutions de chiffrement disponibles par service managé, pour qu'on puisse chiffrer avec des clés de chiffrement qui soient gérées par un opérateur externe français, en l'occurrence du coup Thales. Donc voilà, cette notion du coup de tirer profit des capacités du cloud est vraiment un sujet assez intéressant, mais encore une fois, si on n'y était pas allé, on a eu beaucoup de difficultés à mener tous les travaux qu'on a aujourd'hui sur le déploiement du coup de l'intelligence artificielle. En l'occurrence, si je prends un exemple, les travaux qu'on a pu mener sur le fine-tuning de modèles de LLM. Je me permets du coup parce que le terme LLM a déjà été du coup employé et je considère qu'il est quand même dans la tête de tout le monde. Mais, donc on a fait effectivement ce fine-tuning sur ces environnements-là et aujourd'hui on sert les systèmes d'intelligence artificielle en grande partie et notamment sur l'IA générative, sur du coup le cloud avec lequel on travaille. Je vois. Alors Guillaume, alors sur ces sujets évidemment de cloud, de souveraineté, puis plus largement de confiance, puisque c'est votre credo chez DocaPost, la confiance. Vous vous positionnez comme acteur de la confiance. Quels sont alors vous parliez de données sensibles tout à l'heure, quels sont vraiment les grands points de vigilance et les grands arbitrages à avoir en lien avec ce que dit Maxime en particulier, et puis peut-être ce que d'autres expériences que vous avez auxquelles vous avez pu être en contact vous ont amené à déterminer? Alors, premier point, effectivement, j'ai parlé de données sensibles. Donc, ces données sensibles, il faut bien les stocker quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, ce cloud souverain qui s'appelle NumSpot, et qui est un partenariat avec Outscale de Dassault Systèmes. La souveraineté, je vais pas faire de politique, mais c'est d'abord une question politique. Moi, je le dis, j'ai la chance de travailler depuis 12 ans avec AWS, avec Azure, avec Google Cloud Platform. C'est bien entendu les meilleurs, les champions du monde. C'est des gens qui ont un niveau d'exigence et d'exécution extraordinaire. C'est une expérience pour transformer l'entreprise extraordinaire. La seule question, c'est que c'est pas souverain. C'est-à-dire que moi, ma définition, j'ai dit, dans l'entreprise, il y a les données sensibles et les données qui ne sont pas sensibles, c'est le premier monde. Et le deuxième monde, c'est est-ce qu'on est souverain ou pas souverain ? Quand on travaille avec Amazon, Azure ou GCP, qui sont encore une fois des solutions extraordinaires, on n'est pas souverain, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, donc notamment relancées par le président Trump en 2018, qui font qu'aujourd'hui, quand on travaille avec un acteur, un hyperscaler américain, les autorités américaines peuvent avoir accès aux données. Alors après, il y a des débats, est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils ne regardent pas ? Moi, j'ai un point de vue personnel, mais qui n'est pas très intéressant à dire devant vous. Mais la vraie question, elle est tout simplement politique. Voilà. Alors, est-ce que c'est un risque ou pas de mettre ces données sensibles ou pas dans la souveraineté ? Chacun prend ses responsabilités, chacun voit sa gouvernance. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale ou de souveraineté, mais simplement dire que la souveraineté, c'est quand on décide de mettre ces données chez un acteur américain, si fort soit-il, si puissant soit-il, si sécurisé soit-il, on n'est pas dans un cadre souverain. Et donc, il est possible qu'un jour, les autorités américaines puissent avoir accès à ces données. Isabelle, sur ces sujets de confiance, d'éthique, etc., je crois que vous êtes très intéressée par ces sujets-là aussi, donc je dois avoir votre point de vue aussi sur ce qui vient d'être dit en particulier. Peut-être aussi sur un autre point aussi, qui a été évoqué d'ailleurs dans la première table ronde de la journée, qui est aussi sur le coût environnemental finalement de la donnée de l'IA. Isabelle. Alors peut-être plusieurs choses. D'abord sur la partie cloud de confiance et ou cloud souverain, qui sont deux notions qui peuvent être un chouïa différentes ou en même temps se rejoindre. Ce qui est intéressant, c'est que les banques, il y a très longtemps, ne voulaient pas entendre parler du cloud. Et puis finalement, se sont rendus compte que, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue sécurité, il y avait quand même un certain nombre de choses à leverager. Et ça repose la question justement de la classification de la donnée que Guillaume évoquait, entre une donnée qui est plus ou moins sensible et une donnée que l'on peut plus ou moins envoyer en dehors de France, puisque c'est ce qui nous concerne, de l'Europe,
ou un peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a deux phénomènes. Donc il y a à la fois cette idée de se dire, on a maintenant des clouds européens qui permettent de garder une souveraineté. Guillaume parlait de NumSpot, il y a également Bleu dans lequel Capgemini est investi. Et donc en fait aujourd'hui on a la possibilité finalement d'utiliser ces clouds qui vont apporter de la performance, de la sécurité et de la souveraineté. L'autre élément intéressant, c'est que les grands clouders américains, on l'évoquait, ils ont une puissance de feu incroyable. Et en fait, derrière ces clouders, finalement, il y a différents composants. Il y a la composante de stockage, c'est une chose, et puis il y a les composantes de services que vous évoquez. Et c'est en fait surtout sur ces composantes de services que ces clouders américains sont très forts. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, eux-mêmes voient ce qui est en train de se passer, notamment sur le marché européen, et ce besoin de souveraineté. Et un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui en train de découpler la partie, je vais dire, technique, architecturale, couche profonde, basse, de stockage, de la partie service, ce qui permet de profiter de là où ils sont très forts, la partie service, sur du stockage qui va être notamment européen. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous évoquez, c'est sur la partie environnementale. Le fait de profiter de services mutualisés au niveau du cloud permet a priori, plutôt que quand chaque entreprise doit reconstituer finalement des éléments, d'avoir des économies d'échelle, et des économies d'échelle y compris énergétiques. Après, ce qui va être important, intéressant, c'est justement dans le choix des technologies, enfin dans le choix d'un produit, en fait au moment de la conception, de bien penser finalement à cet impact écologique. C'est-à-dire, pour tous ceux, on a parlé tout à l'heure du RGPD, tout le monde est familier maintenant du Privacy by Design. Ceux qui avant travaillaient en sécurité, on avait le Security by Design. Et maintenant, de plus en plus, avec toutes les lois européennes autour de la transition énergétique, on a finalement l'intégration de ces aspects énergétiques le plus en amont possible. Et c'est exactement ce qui est demandé aujourd'hui aussi dans le futur AI Act. Alors, pas exactement dans les AI Act, c'est plutôt dans les guidelines initiales de Trustworthy AI, même si dans les guidelines AI Act, on demande à ce qu'il y ait cet intérêt porté justement à la partie énergétique. Et donc, au moment du cas d'usage, ce qui va être intéressant, OK, en tant que métier, je veux faire ça. Et finalement, quel va être le meilleur moyen pour le faire, aussi bien d'un point de vue technique, économique et environnemental. Et on parlait tout à l'heure de l'IA générative. L'un des problèmes de l'IA générative, c'est que quand même, elle a un petit coût environnemental non négligeable. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question, pour atteindre tel résultat, est-ce que finalement, mon meilleur moyen, non seulement technique, mais aussi énergétique, est-ce que c'est d'utiliser un modèle classique, de l'IA générative, et de finalement trouver le meilleur équilibre pour atteindre tout ça. Très bien. Alors on va reparler d'ailleurs dans le temps qui suit de l'IA générative. Peut-être qu'on peut prendre quand même une ou deux questions très rapidement sur ce sujet qui est quand même assez vaste, s'il y en a évidemment dans la salle. Alors, je vous invite à vous exprimer si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours bien sûr poser vos questions aux intervenants pendant la pause déjeuner si vous êtes toujours parmi nous, bien sûr. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi tous les trois pour votre témoignage, votre expertise. Voilà, vous pouvez les applaudir.